Bien, alors nous allons tout de suite appliquer la loi d'Émaille de façon très détaillée sur un exemple simple, le diviseur de tension. Et le diviseur de tension, c'est un circuit qu'il faut absolument connaître parce qu'il est très courant dans les circuits électriques et donc il faut connaître le résultat. Alors le circuit, c'est très simple. Une source de tension supposée idéale, grand E, qui alimente R1, grand R1 et R2, grand R2 en série. Grand R1 pourrait par exemple être la résistance interne d'un générateur ou d'une source de tension réelle. Mais peu importe, ça n'a pas d'importance. Donc ici, l'idée, c'est de regarder un peu les équations électriques, et en l'occurrence, la loi des mailles que nous avons vue dans la vidéo précédente, sachant que, en fait, il y a une maille unique dans ce circuit, et par conséquent, c'est grand I le même courant qui traverse à la fois R1 et R2. Alors, si je représente les tensions ici en rouge, grand R1I, c'est bien la tension au bord de la résistance R1 qui est représentée en convention récepteur. Donc c'est R1 fois I. Et pareil pour R2 fois I. Tension au bord de R2, mais qui est résistance qui est représentée en convention récepteur. Pour que le résultat qu'on va euh, obtenir tout à l'heure soit correct, il faut réellement que ce soit le même courant qui circule dans R1 et R2. C'est important. C'est une erreur classique chez les étudiants de représenter, enfin, d'utiliser le résultat du diviseur de tension, alors qu'en réalité, ce n'est pas le même courant qui circule dans leurs deux résistances. Donc ça, évidemment, ça fait une erreur. On va maintenant écrire la loi des mailles en partant du point A, le nœud A, ici en bas, représenté en bas à gauche. Et là, on va maintenant représenter des flèches de tension, mais en vert, pour bien montrer le sens de parcours de la maille. Donc on part de A, on trace la tension U au bornes de la source. Ensuite, on représente une tension en vert au banc de R1. Et cette tension-là, il faut l'écrire moins R1 fois I, parce que cette fois-ci, cette résistance R1 avec la tension en vert, c'est un dipôle d'une résistance, mais qui est représentée en convention générateur. Donc c'est pour ça qu'il y a un moins. Et pareil pour la résistance R2. La tension à ces bornes en vert étant orientée vers le bas, avec un courant vers le bas, ça fait aussi une tension de moins R2 fois I, parce que la résistance R2 est aussi en convention générateur. Si bien qu'on obtient finalement U moins R1I moins R2I égale 0. Et ça, évidemment, quand on fait passer moins R1I moins R2I dans le membre, dans le second membre, à droite, ça fait U est égal à R1I plus R2I. Donc c'est une variante de représentation de la loi des mailles. Vous avez la tension en rouge ici, grand E, qui est égale à la somme des tensions en rouge R1I plus R2I, qui est une autre façon d'obtenir directement l'égalité là que je viens d'encadrer en rouge. Quand on est un petit peu, disons, initié à ces calculs, on peut directement obtenir E est égal à R1I plus R2I en écrivant l'égalité des tensions plutôt qu'en écrivant somme des tensions égale 0 qui est plus adapté à un pur débutant. Donc on peut extraire I de cette dernière équation, ça fait I est égal à E sur R1 plus R2. Et par conséquent la tension au banc de R2, R2 fois I, ça fait R2 fois E sur R1 plus R2. Donc si on prend le schéma de départ, on le redessine parce que c'est la structure dite de diviseur de tension. Ça veut dire que la tension au borne de R2 est égale à cette valeur de résistance R2 fois grand E, le générateur qui alimente le système, divisé par la somme des résistances R1 plus R2. Mais je répète, tout ça ne vaut que parce que c'est le même courant qui traverse R1 et R2. Il n'y a pas de courant dérivé là. I égale 0. Ce que je suis en train de représenter là, le courant qui serait dérivé est nul. S'il y a un courant dérivé, ça veut dire que les deux courants sont différents dans R1 et dans R2 et le diviseur de tension ne s'applique plus. Alors on va encore, pour conclure,
montrer une méthode globale de résolution des circuits électriques qu'on appelle méthode globale de Kirchhoff. Et dans la vidéo suivante, dans le paragraphe suivant, on fera un exercice corrigé pour encore montrer l'application de la loi des mailles dans le cas d'un circuit réel qu'ensuite on pourra simuler dans la toute dernière vidéo du chapitre. Alors, pour montrer la méthode globale de Kirchhoff, en fait, on va traiter un exemple. Et cet exemple, évidemment, va permettre de tenir un discours très général qui va montrer comment on applique la méthode globale de Kirchhoff. Alors, imaginez E1, R1 qui débitent dans grand R, et ainsi que E2 et R2. Donc, par exemple, R1 et grand R2, ce seraient les résistances internes de source réelles. Les deux sont montées tête bêche, et elles débitent toutes les deux dans grand R. La question, c'est résoudre le circuit correspond à calculer tous les courants du circuit, en l'occurrence I1, I2, et le courant que je note ici, grand I, qui circule dans la résistance R. Résoudre le circuit, c'est calculer tous les courants qui traversent en fait toutes les branches du circuit. Et pour ce faire, la méthode globale de Kirchhoff consiste à écrire autant d'équations qu'il y a d'inconnus, en l'occurrence ici 3 inconnus, c'est I1, I2 et alors I3, j'appelle I3 le courant qui circule dans R. Il me faut j'ai 3 inconnus, il me faut 3 équations. Et pour ça, je dispose de la loi des mailles et la loi des nœuds. Et mes 3 équations vont être construites à partir de loi des mailles et loi des nœuds. Alors, ici, vous allez me dire, oui, mais il y a plusieurs mailles. Alors, on va commencer d'abord par représenter toutes les tensions aux bornes des résistances, et on va mettre toutes les résistances en convention. Est-ce que c'est vrai ce que je raconte? En tout cas, là, au bord de R1, j'ai en rouge R1I1 en convention récepteur. R fois I3, c'est aussi en convention récepteur, puisque le courant I3 descend et la tension RI3 en rouge, elle est orientée vers le haut. Et donc, la maille de gauche, qui correspond, je pars de A, je m'arrête ici au nœud, je passe dans grand R et je reviens en A, ça donne E1 moins R1I1 moins RI3 égale à 0. Pourquoi? Parce que les tensions, en fait, quand je parcours la maille, c'est les tensions en vert. Elles doivent toutes être orientées de la même façon, en partant de A, toujours dans le sens du parcours, jusqu'au point A quand je reviens au nœud initial. Donc ça me fait une équation qui s'écrit E1 est égal à R1I1 plus RI3. La deuxième maille, c'est la maille de droite, mais qui passe aussi par la résistance grand R. Alors je représente aussi mes tensions en convention récepteur, et ça me donne de façon analogue E2 est égal à R2I2 plus RI3. Donc j'ai déjà 2 équations, mais il m'en faut une troisième. 2 équations, j'ai 3 inconnues, donc il me faut une troisième équation. Vous allez me dire, il y a la maille externe. Je pars de A, je parcours E1, je parcours R1, je parcours R2 et je parcours E2, et je reviens en A. Mais cette maille n'est pas indépendante des 2 précédentes, donc elle ne marcherait pas. Ça donnerait une équation redondante. La troisième équation qui fait mon affaire, c'est la loi des nœuds. C'est le fait que I1 plus I2 est égal à I3. Donc là, j'ai bien 3 équations pour 3 inconnus. Et pour résoudre cette affaire, en fait, en général, on va plutôt utiliser, on peut résoudre à la main, mais la période n'est plus tellement à écrire tout ça, à résoudre à la main. On va plutôt l'écrire de façon matricielle. Donc j'ai une matrice 3, 3, avec la première ligne qui vaut R1, 0, grand R. Ensuite une deuxième ligne 0, R2, grand R.
et enfin une troisième ligne, 1, 1, moins 1. Et cette matrice 3, 3 multiplie le vecteur colonne I1, I2, I3. Et tout ça, ça me donne un vecteur colonne E1, E2, 0, parce que si vous écrivez le produit, si vous développez le produit matriciel, vous retrouvez bien les trois équations, deux lois d'émail et une loi des nœuds que nous avons écrit il y a quelques minutes. Voilà donc un petit peu la méthode que nous allons appliquer rapidement dans un exercice corrigé, mais sur un circuit un petit peu différent.